Radio Okapi. Bienvenue à cette édition de midi que vous présente Belinda Bossouma. Tout de suite, le sommaire. La situation sociopolitique de la RDC soulevée hier au Conseil de sécurité des Nations Unies. À cette occasion, le chef de la MONUSCO, la délégation gouvernementale, société civile ainsi que la SENCO se sont succédés à la tribune pour livrer leur part de vérité. Découverte hier à Buito, au Nord Kivu, des cadavres abandonnés dans leurs champs. Les auteurs restent inconnus car la région est infectée des groupes armés. Entre-temps, d'autres civils sont portés disparus, dont 2 jeunes élèves à 30 ans. Et puis, plus de 100 détenus déjà enrôlés sur les 800 attendus à la prison centrale de Bunia. Il s'agit de ceux qui jouissent encore de leurs droits civils et politiques, indique la CENI. Reportage à suivre dans la seconde partie de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Sachez tout d'abord que la Cour pénale internationale CPI vient de condamner ce mercredi 22 mars l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba Gombo à 1 an de prison et à 300 000 € d'amende pour subornation des témoins. Il avait été reconnu coupable d'avoir tenté d'obtenir par ce biais un acquittement dans son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Vous aurez plus de précisions plutôt dans nos prochaines éditions. La situation qui prévaut en République démocratique du Congo était au devant de la scène hier au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela rentre dans le cadre du renouvellement du mandat de la MONUSCO. Ainsi, le chef de la mission onusienne, la délégation gouvernementale, la société civile ainsi que la SENCO se sont exprimés devant le Conseil de sécurité en rapport avec la crise que traverse le pays et comment s'en sortir. Le compte rendu avec Askenzi Biatayoro. Dans son intervention, Maman Sambo Sidikou, chef de la MONUSCO, a sollicité le soutien total des Nations Unies à l'accord du 31 décembre. D'après lui, la mise en œuvre intégrale de cet accord ouvre de la façon la plus claire la voie à la tenue des élections en RDC. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC a cependant estimé que certains blocages doivent être levés. La majorité au pouvoir et le rassemblement à l'opposition ont des points de vue divergents sur les modalités de désignation du Premier ministre et de répartition des portefeuilles clés des ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Défense et de la Justice du gouvernement de transition qui sera formé. La mort d'Étienne Tshisekedi a eu un impact significatif sur le processus politique en RDC, retardant davantage la finalisation de l'arrangement particulier, la désignation du Premier ministre et l'établissement du Comité national de suivi de l'accord et du processus électoral. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères de la RDC a souligné que 2 points de divergence restent à régler pour l'application du dit accord. Léonard Che Okitundu a cité la question sur la procédure de présentation du candidat Premier ministre ainsi que celle du président du Conseil national de suivi de l'accord. Pour ce qui est du président du Conseil national de suivi de l'accord, le gouvernement exhorte cette dernière, plus particulièrement le Rassemblement, à surmonter cette dissension actuelle afin de se mettre d'accord sur la personne du candidat qui devra remplacer le défunt Étienne Tshisekedi. Le gouvernement tient à rassurer votre Conseil qu'il n'existe aucune manœuvre dilatoire de sa part de nature à retarder la mise en œuvre de l'accord. Sachez que les membres du Conseil de sécurité ont suivi aussi la déclaration de représentants de la société civile et de la conférence épiscopale nationale du Congo invitée à New York. Comme vous venez de l'entendre, la société civile s'est aussi exprimée et Madeleine Kalala, déléguée de cette structure, a peint un tableau sombre de la République démocratique du Congo, une situation consécutive selon elle à la non-tenue des élections et au peu d'empressement de la classe politique d'aboutir à un consensus pouvant éviter au pays de sombrer dans le chaos. Et Madeleine Kalala de souligner que les principales victimes de cette situation sont les femmes et les enfants. On l'écoute. Force est de constater aujourd'hui que les efforts de recherche de la cohésion nationale sont presque anéantis. Le phénomène enfants-soldats s'invite à nouveau à l'ordre du jour. Depuis l'élection présidentielle de 2011 et à sa suite la non-organisation des élections devant conduire à l'alternance politique en 2016, une crise profonde liée à la légitimité des institutions s'est installée. Le pays fait face depuis lors à l'éclosion de nouveaux mouvements insurrectionnels tels que la milice Kamwina Nsapu dans le Kasaï central, Bundu Dia Congo dans le Congo central, Pygmée contre Bantou dans le Tanganyika. Il fait aussi
face à la reconstitution du M23, à la recrudescence de la petite criminalité, à l'inanition du secteur économique et son corollaire, le chômage, à la dépréciation monétaire galopante, entraînant une diminution du pouvoir d'achat et renforçant la précarité de la vie, à la corruption, à la violation des droits humains, à la restriction des libertés fondamentales telles que le droit de manifester pacifiquement. Des jeunes sont interpellés alors qu'ils plaident pour l'assainissement de l'environnement, aux difficultés d'accès des populations aux besoins sociaux de base, à la dégradation des infrastructures et j'en passe. On peut le résumer par la déliquescence de l'État. Et avec des institutions électives arrivées toutes hors mandat, la RDC traverse une période sans précédent de son histoire, a souligné la Conférence épiscopale nationale du Congo devant le Conseil de sécurité de l'ONU. La CENCO a insisté sur le fait que l'accord du 31 décembre reste la seule possibilité devant permettre au pays de sortir du gouffre. Mais pour y arriver, il faut que les acteurs politiques et sociaux congolais s'engagent réellement à appliquer le dit accord. Écoutez Monseigneur Marcel Outembi, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo. La République démocratique du Congo traverse une crise sociopolitique, sécuritaire et économique de plus en plus préoccupante et inquiétante. Toutes les institutions à mandat électif de la République démocratique du Congo ont épuisé leur mandat. C'est une première dans l'histoire de notre pays depuis son indépendance. Les constituants n'ayant pas prévu une telle situation, l'accord politique global et inclusif du centre interdiocésain de Kinshasa s'avère la seule feuille de route réaliste pouvant sortir le pays de la crise institutionnelle. Malheureusement, l'arrangement particulier destiné à assurer la mise en œuvre du dit accord peine à se conclure, alors que la population attend impatiemment les élections. Le statu quo politique dû à l'intransigeance des négociateurs sur quelques points de divergence restants et entretenu par des manœuvres politiciennes et le manque de volonté politique risque de retarder indéfiniment l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il convient également de signaler le retard dans la mise en application effective des mesures de décrispation du climat politique. La situation sécuritaire, marquée par des affrontements sanglants et des violations des droits humains, demeure préoccupante sur une grande partie du territoire national, particulièrement dans les Grands Kasaï. Par ailleurs, dans son intervention devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le chef de la délégation gouvernementale, tout en appuyant le renouvellement du mandat de la MONUSCO, a aussi recommandé que ce renouvellement prenne en compte les attentes du peuple congolais, celle de voir les forces négatives et les différents groupes armés qui écument la partie est du pays être totalement éradiqués. La CENCO, quant à elle, vous venez de l'entendre, a notamment demandé qu'une pression soit exercée sur les acteurs politiques et sociaux congolais afin qu'ils s'engagent effectivement dans la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Pélé Kipela Mondo nous résume le reste des recommandations formulées par les intervenants congolais devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Pour arriver à éradiquer les groupes armés et autres forces négatives, Cheikh Kitundu pense qu'il est impérieux de renforcer l'efficacité opérationnelle des forces de la MONUSCO, en priorité la brigade spéciale d'intervention pour qu'elle soit, je cite, en mesure d'accomplir comme il se doit la mission pour laquelle elle a été mise en place. Fin de citation. Kinshasa réclame aussi l'attention du Conseil de sécurité sur les M23, contre lesquels la RDC demande des sanctions pour non-respect des engagements. Cheikh Kitundu plaide pour l'implication effective des partenaires de la RDC dans la mobilisation des ressources financières en faveur des élections, en levant toute conditionnalité. De son côté, les chefs de la MONUSCO sollicitent l'autorisation du Conseil de sécurité pour que la MONUSCO apporte un soutien technique et logistique au processus électoral qui irait au-delà de la mise à jour du fichier. La CENCO, quant à elle, demande au Conseil de sécurité d'appuyer au niveau international l'accord du 31 décembre comme l'unique feuille de route réaliste devant permettre à la RDC de sortir de la crise. La CENCO plaide pour le renouvellement et le renforcement du mandat de la MONUSCO en réactivant sa force d'intervention pour sécuriser les populations civiles. Elle réclame aussi l'accompagnement logistique des prochaines opérations électorales. La CENCO sollicite un appui financier substantiel pour la tenue des élections et une assistance humanitaire à toutes les victimes des atrocités. Pendant ce temps, sur le terrain au Nord Kivu, nous apprenons qu'il y a encore des civils tués et leur corps est trouvé abandonné dans leur champ hier mardi dans la chefferie de Bwito. Pendant ce temps, d'autres civils sont portés disparus, dont 2 jeunes élèves. Depuis plus d'une année maintenant, des tensions ethniques caractérisent la région de Bwito. Nous sommes à plus de 150 km au nord de Goma, dans le territoire de Rutshuru. Gisèle Cage revient sur les faits.
Dans la matinée d'hier mardi, 2 hommes ont été abattus par balle par des combattants armés dans la localité des Kikuku. Dans la même journée, 3 corps des civils ont été retrouvés. Un corps à Kibirizi, un à Kachalira, un autre à Malionga. Toutes les victimes tuées il y a quelques jours à l'arme blanche alors qu'elles se trouvaient dans leur champ, selon le fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur à Buito. Mais les auteurs de ces actes ne sont pas encore connus, la région étant infectée de plusieurs groupes armés. D'autre part, 4 autres civils sont portés disparus, parmi lesquels une femme dont le corps du mari a été retrouvé hier dans son champ à Kachalira, ainsi que 2 élèves de l'Institut Mutanda de Kishiche, disparus depuis la semaine dernière. Depuis plus d'1 année, l'on assiste à des conflits ethniques dans la région de Buito, alimentés notamment par les groupes armés. Le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et le droit de l'homme se dit préoccupé. Ici, Omar Kavota, son coordonnateur et directeur exécutif. Les coalitions Nyatura FDLR, Mazembe NDC Guidon sont en train de s'employer au massacre des civils. Nous encourageons la 34e région militaire à déployer des effectifs suffisants pour que la paix et la sécurité soient imposées. Le déploiement des militaires dans la chefferie de Buito se fait déjà depuis environ 2 semaines. Toutefois, dans leur progression, l'armée fait face à des combattants armés. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi. En Ituri aussi, 3 corps sans vie ont été retrouvés en l'espace de 2 jours dans les cités de Mahagi Centre et de Komanda. Les 2 derniers corps ont été aperçus ce matin dans ces 2 entités situées respectivement au nord et au sud de Bunia. Les autorités affirment qu'il s'agit des corps des taximens moto qui portent des traces de torture. Des jeunes en colère ont manifesté dans ces 2 cas. La police a fait des tirs de sommation pour disperser les manifestants à Komanda. Jean-Claude Loki nous fait le point. C'est aux petites heures du matin que le 2e corps a été retrouvé ce mercredi dans la commune appelée Mahagi. La tête de la victime portait des traces profondes des blessures. Sophie Odaro, administrateur du territoire intérimaire, dit qu'un tas de briques a été vu près du corps. Selon elle, il s'agirait de morceaux de briques qui auraient servi pour achever ce jeune homme d'une 20aine d'années. Notre taximène moto a été retrouvé mort mardi matin, toujours à Mahagi Centre. Le porte-parole de la société civile de ce territoire, David Mokili, affirme que les taximens rapportent qu'un client aurait appelé leur collègue lundi soir pour un voyage à Aro. Sophie Odaro dit qu'un premier suspect est aux arrêts. Une situation qui plonge les habitants de cette cité dans la psychose. Depuis hier mardi, des jeunes brûlent des pneus et barricadent certains axes routiers en vue de manifester leur colère. À Komanda, à 75 km au sud de Bunia, le corps sans vie d'un autre taximène a été ramassé ce matin. La police a tiré pour disperser une manifestation qui voulait se transformer en pillage de commerce. Bunia, Jean-Claude Loki, Dilé, Radio Okapi. Direction Lubumbashi, nous apprenons que 2 camions remorques ont été attaqués par des inconnus mardi soir au quartier Machipisha, commune Katuba. Selon des sources concordantes, ceux qui ont posé cet acte voulaient exprimer leur ras-le-bol au sujet de la hausse du prix de farine de maïs, principale denrée alimentaire dans cette partie du pays. La police est intervenue pour disperser les manifestants et l'on signale des dégâts matériels. Nelly Kabena. Des sources sur place indiquent que sur cette route, il y avait un camion en panne stationné depuis le matin. Aux environs de 19 h, un groupe de jeunes à l'origine de ce mouvement a barricadé la route avec des pneus. La police est intervenue pour les disperser. C'est à ce moment-là qu'un projectile provenant des manifestants a été lancé en direction d'un autre camion en provenance de Kasumbalesa. Pour la population, ce camion transportait la farine de maïs commandée par le gouvernement provincial. Selon les témoins, les manifestants voulaient non seulement pas exprimer leur ras-le-bol au sujet de la hausse du prix de la farine de maïs, mais parce que le gouvernement ne veut pas autoriser l'entrée de la farine de maïs commandée par l'ancien gouverneur et qui devait être vendue à moindre frais. Témoignage. Bon, on croyait que c'est le camion du gouvernement parce que le gouvernement nous avait promis qu'on va amener le farine à un prix là très bas. Maintenant, ils ont fait hausser le prix. Maintenant, Moïse nous avait promis qu'il va amener le farine à $8. C'est pour cela que le gens s'est enflammé. À la police, ce mouvement spontané des jeunes non autrement identifiés n'a rien à voir avec le convoi de la farine. Le quartier Machipisha est réputé criminogène. Les cas de protestation y sont récurrents. La police a également rassuré qu'à part les dégâts matériels, il n'y a eu aucune perte en vie humaine ni vol des biens. De Lubumbashi, Nelly Kabena, Radio Okapi.
Journée mondiale de l'eau, c'est aujourd'hui 22 mars. La RDC est considérée comme un scandale hydrologique avec son fleuve mesurant 4700 km de longueur, sans compter ses milliers de rivières et ses dizaines de lacs. Cependant, le pays connaît des sérieuses difficultés pour alimenter sa population en eau de qualité. En effet, moins de 50% des Congolais ont accès à l'eau potable d'après les experts. Illustration dans ce reportage de Nadine Fulansimba réalisé dans un quartier de Kinshasa. Des milliers de Congolais n'ont pas l'eau potable à leur portée, et cela en milieu urbain et rural. Ils recourent soit aux sources d'eau, aux rivières, c'est le cas du quartier Sangamamba. Ici, on ne peut pas faire un pas sans rencontrer des gens avec des récipients sous la tête à la recherche d'eau potable. Nous avons des problèmes de désert. Les tuyaux de la régie des eaux ainsi que les robinets sont bel et bien visibles dans ce quartier, mais depuis 3 ans, l'eau ne coule plus. À la base, l'érosion survenue sous la grande avenue Kinshasa. Au palais à ces déficits, certains particuliers ont mis à la disposition de la population des forages d'eau moyennant de l'argent, 100 francs pour les bidons de 25 litres. Mais ailleurs, ces problèmes ne se posent guère. C'est le cas des communes de Bandal, Kitambo, Gombe et tant d'autres. Ici, les populations avaient bénéficié du projet PMU de la Banque mondiale. De l'eau coule régulièrement du robinet sans que personne n'ait s'en soucie. On parlerait même du gaspillage d'eau. Sachez que plusieurs facteurs sont à la base de cette pénurie d'eau, notamment la vétusté des infrastructures, sans oublier la croissance rapide de la population, nous ont déclaré les experts. Merci Nadine Fulansimba. Nous allons à présent passer à l'actualité en dehors des frontières congolaises. Actualité Afrique Nord. Et nous commençons en Centrafrique où le parquet de Paris demande un non-lieu dans l'enquête visant des soldats français de l'opération Sangaris en Centrafrique accusés de viol des enfants entre 2013 et 2014. Pour le parquet de Paris, il ne peut être affirmé à l'issue de l'information judiciaire qu'un abus sexuel a été commis sur ces mineurs. Il appartient maintenant au juge d'instruction d'ordonner un procès ou de confirmer ce non-lieu. Au total, 6 militaires français font l'objet d'une enquête dans le cadre des présumés cas de viol commis par des soldats de l'ONU sur des mineurs en Centrafrique. L'ONU a accusé hier le Cameroun d'avoir forcé des milliers de réfugiés nigérians qui avaient fui les djihadistes de Boko Haram à rentrer contre leur gré. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 2600 réfugiés ont été envoyés cette année contre leur souhait au nord-est du Nigeria, où l'insécurité persiste et l'accès aux services de base reste limité. Les deux pays et le HCR avaient pourtant signé début mars un accord stipulant que les réfugiés résidant au Cameroun qui ne veulent pas retourner au Nigeria ne seront pas contraints au retour. Terminons en Somalie où 26 personnes sont mortes de la faim en 2 jours dans la région du Jubaland, selon des médias locaux. C'est la deuxième fois ce mois que les autorités somaliennes alertent sur les décès dus à la sécheresse qui frappe le pays depuis près d'1 an. Radio Mogadiscio, qui cite un membre du gouvernement régional, a rapporté hier que les 26 personnes seraient mortes en moins de 36 heures dimanche 19 et lundi 20 mars dernier. Au début du mois de mars en cours, le Premier ministre somalien avait quant à lui annoncé la mort de 110 personnes en 48 heures à cause de la malnutrition dans les régions de Baye et Bakoul. Voilà tout pour la synthèse de l'actualité en dehors des frontières congolaises. Et nous entamons notre seconde partie de ce journal avec notre dossier du jour. Plus de 100 détenus se sont déjà fait enrôler depuis le lancement de l'opération par la CENI à la prison centrale de Bunia. Nous sommes bien en Ituri. Le secrétaire exécutif provincial de la CENI déclare que plus de 800 personnes sont ciblées par cette opération qui va s'étendre dans d'autres maisons pénitentiaires à l'intérieur de la province de l'Ituri. Il s'agit des détenus qui jouissent encore de leurs droits civils et politiques. Isaac Remoyope, qui était à la prison centrale de Bunia, nous propose ce reportage.
Parmi les détenus qui se sont déjà fait enrôler, il y a notamment des femmes et des enfants accomplis avec la loi qui ont 16 ans révolus. Les prisonniers se relayent par vagues de 40 sous la surveillance d'un policier qui sécurise l'opération. Le directeur de la prison centrale de Bunia décrit le déroulement de cette opération. On a installé la CENI et puis les détenus étaient déjà répertoriés. On a mis chaque détenu sur une liste et puis on appelle par vague 40 jusqu'à ce qu'on aura terminé le cours. Ils ont enrôlé d'abord les mineurs qui étaient ici au nombre de 39 et détenus femmes aussi sont passés par ici. Ils ont déjà terminé les deux groupes là. Et maintenant les gros morceaux ce sont les adultes. Le secrétaire exécutif provincial de la CENI précise que seuls les prisonniers qui jouissent de leurs droits civils et politiques sont ciblés par cette opération parmi plus de 1000 détenus qui sont hébergés dans cette maison pénitentiaire. Jimmy Anga. Il y a de ces graves qui font perdre les droits civils et politiques à Tata, je ne sais pas moi, à la compte de l'État et tout ça. Donc ces gens-là aussi ne sont pas concernés par l'enrôlement. Dans la prison centrale de Bunia, nous avons une liste de plus de 1000 prisonniers. On nous dit que ce sont les 800 qui sont concernés. Ça veut dire que les autres ont perdu leurs droits civils et politiques. Un avocat au barreau de Kisangani indique que les détenus condamnés au premier degré et qui ont interjeté appel à une juridiction supérieure ont les droits de s'enrôler. David Mambo. Les gens, par exemple, qui sont en appel contre une décision judiciaire ne se retrouvent pas dans cette catégorie parce qu'ils ne sont pas encore condamnés définitivement. Certains de ces détenus qui ont déjà réalisé même 5 ans à la prison indiquent que la détention de la carte d'électeur leur donne une lueur d'espoir de quitter la prison. L'équipe d'enrôlement, comme elle nous a suivis jusqu'à la prison, il y a espoir qu'un jour nous sortirons de la prison et qu'on va voter parce que c'est les droits de tout Congolais. Je félicite la CENI pour s'être déplacée à la prison pour permettre à chaque prisonnier de disposer d'une carte d'électeur afin d'éviter que lorsque nous sortirons de la prison, nous soyons victimes de tracasseries sur la route. Un militant du mouvement citoyen Lutte pour les changements déplore la lenteur dans la procédure d'enrôlement de ces détenus. Il recommande à la CENI d'augmenter le nombre de machines pour accélérer ces processus à quelques jours de la clôture. Lik Malembe. Je viens de là, la moyenne d'enrôlement là-bas est varie entre 50 difficilement. Donc si on tient à ce qu'on puisse terminer dans une semaine, il va falloir peut-être augmenter le nombre de machines. Contacté, le secrétaire exécutif provincial de la CENI précise que cette opération va se poursuivre jusqu'à l'enrôlement de tous les détenus ciblés. Il ajoute que cette opération d'enrôlement va se dérouler au courant de cette semaine dans d'autres amigos et prisons de la province de l'Ituri. Le phare titre à la une, rassemblement Kiakwama, Matungulu et Vouemba chez Félix Tshisekedi, Onésime Kandila. Hier, rapporte le journal, Félix Tshisekedi et ses interlocuteurs ont imputé à la majorité présidentielle la responsabilité du blocage délibéré de l'accord politique ainsi que de l'arrangement particulier. Dans cette veine, le quotidien Forum des As renseigne qu'au terme de ses échanges avec les leaders de la dynamique, Félix Tshisekedi a déclaré que la crise est finie. Pendant ce temps, le tableau de la prospérité signe en manchette, arrangement particulier à la Cinco, en temps vert, des discussions sans l'UDPS. Sous un autre chapitre, le quotidien Le Phare rapporte qu'au Conseil de sécurité de l'ONU, Monseigneur Marcel Otembi accuse la majorité et le rassemblement. À l'antipode, le journal L'Avenir met en vedette retard dans la mise en œuvre du dialogue, pas de manœuvre dilatoire de la part du gouvernement. Pour sa part, Actualité.cd se fait écho aussi de la déclaration de Cheo Kitundu à l'ONU, je cite, « Il est inadmissible que la MONUSCO ne soit pas parvenue à restaurer la paix ». Le même média relève que pour la France, le nouveau mandat de la MONUSCO doit prioriser la préparation des élections. Dès l'autre bout de la lorgnette, 7sur7.cd souligne qu'à l'ONU, le président de la Cinco affirme que le pays se retrouve désormais sans aucune institution légitime. Entre-temps, le journal Le Phare revient à la charge en révélant qu'au centre interdiocésain, une commission spéciale pour 53 postes ministériels a été mise sur pied. Vous pouvez aussi lire sur www.mediacongo.net, violence au Kasaï, après les fosses communes, de nouvelles vidéos accablantes semblent accréditer la thèse d'un usage excessif de la force. Pour clore, Zoomeko.net s'interroge, la société Congo Future est-elle réellement blacklistée par les banques commerciales?
Son propriétaire présumé, Kassim Tadjidine, précise le média, a été arrêté à l'aéroport de Casablanca au Maroc dimanche dernier. L'homme était recherché, à en croire le site d'information, par un juge américain qu'il soupçonne, sur base d'un rapport du département du Trésor américain, d'être impliqué dans le financement du Hezbollah. Et c'est par ici que nous nous arrêtons, sans être arrêtés, Belinda, bien qu'impliqués dans ce processus d'information des auditeurs. Merci à vous, Nézim Moukandila. On va passer au sport à présent avec Christian Moulumba Kalumba. Bonjour Christian. Bonjour. Plusieurs sélections mondiales vont profiter de la longue trêve internationale d'une dizaine de jours pour être sur le pont. Côté africain, elles sont nombreuses à affûter leurs armes pour le début des éliminatoires de la CAN 2019 en juin. À cet effet, la République démocratique du Congo et le Kenya s'affrontent ce dimanche à Nairobi. La tanière des Léopards, elle, devra afficher complet dès ce soir avec l'arrivée des plusieurs joueurs convoqués. Aussi convoqué, Merveille Bopé ne pourra être du voyage. Selon le site du tout-puissant Mazembe, le joueur accompagné de Christian Luindama sont arrivés mardi matin en Belgique. Les deux internationaux congolais sont prêtés par leur club au Standard de Liège. Par ailleurs, l'histoire entre le tout-puissant Mazembe et l'entraîneur Thierry Froger n'a duré que l'espace de 36 jours. Nommé à la tête du staff technique des Corbeaux, le 13 février, Thierry Froger a rendu le tablier plus tôt que prévu. Le Français n'a pas survécu à l'élimination précoce en Ligue des Champions dès les 16e des finales dimanche au Zimbabwe. Les Congolais vont passer par la case tour de barrage de la Coupe de la Confédération contre l'agent sportif Kabylie et d'Algérie. L'ASV Club lui connaîtra à la mi-avril ses adversaires pour la phase des groupes de la Ligue des Champions. Ce sera à l'issue du tirage au sort que ça a effectué cet effet. Mais entre-temps, les Dauphinois sont placés dans le chapeau 3 aux côtés de Soudanais d'El Merieg, des Camerounais de Coton Sport et des Libyens de Al-Ali Tripoli. Dans le chapeau 1, on retrouve deux clubs égyptiens, à savoir Al-Alq et le Zamalek, ainsi que l'Espérance de Tunis et Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, le champion en titre. Al-Ali du Soudan, l'Étoile sportive du Sahel de Tunisie, l'USMA d'Algérie et le Wydad de Casablanca sont dans le chapeau 2 et le chapeau 4 comporte Saint-Georges d'Éthiopie, Ferroviaire Obeira du Mozambique, Cap United du Zimbabwe et Zanaco de la Zambie. Les 4 derniers matchs de la phase des pôles du championnat national sont au programme ce mercredi. Au stade Frédéric Kibasamaliba de Lubumbashi, l'AS New Sogère joue contre Lubumbashi Sport et juste après cette rencontre, le grand derby de la capitale du cuivre va opposer Saint-Éloi Lupopo au tout-puissant Mazembe. Et à Kinshasa, Shark 11 reçoit Renaissance du Congo juste avant le match à SV Club Racing Club de Kinshasa. L'issue de ce match ne modifiera en rien le classement dans les zones ouest et centre et sud, où les 6 qualifiés pour les playoffs sont déjà connus. La Linafoot devra par contre trancher dans la zone est entre Mungano, Bukavu-Dawa et Dauphinois. 2 équipes seulement viendront de cette zone. Et puis au championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa, Dijak a battu Standard par 2-1. L'agent sportif Tchango a dominé Sodigraph par 3-0. Système a eu raison du Royal Sporting Club de Kinshasa par 2-0 et Oudjana s'est défait de New Jack par 2-1. L'Académie Club Rangers est toujours leader de championnat avec 70 points en 29 sorties, suivi de la jeunesse sportive Kinshasa qui n'est qu'à une longueur. Notez que Rangers représentera la ville-province de Kinshasa à la phase finale de la 53e édition de la Coupe du Congo de football que va organiser la FECOFA. Le volley club Espoir ne jouera pas les quarts des finales du championnat d'Afrique des clubs champions messieurs. Les Congolais se sont inclinés devant Prisons du Kenya par 3-7-0, 25-21, 25-16 et 25-13 hier mardi. Une défaite de trop après celle subie sur le même score face à l'Étoile du Sahel dimanche. Espoir qui s'était imposé pour commencer face à Police du Bénin affronte cet après-midi Bafia du Cameroun
en match de classement de la 9e à la 16e place. Au programme également ce mercredi, les quarts des finales avec Al-Ali d'Égypte contre Poisons du Kenya. L'Étoile du Sahel croise l'Espérance, duel entre deux clubs tunisiens. Les deux clubs libyens vont aussi s'affronter. Il s'agit de Al-Sweli et Assaria. Borj d'Algérie va rencontrer l'équipe des forces armées et police du Cameroun. C'est la fin de ce journal de sport. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Christian Mumba Kalumba, de nous l'avoir présenté. Et notez pour terminer que ce mercredi 22 mars 2017, comme hier d'ailleurs, $1 américain s'achète à 1316 francs congolais contre 1370 à la vente au taux de la Banque centrale du Congo. Fin de ce journal coordonné par Noëlla Louzitou Kabambi sous la supervision de Julien Nyamweni et Martin Seboujangwe, à la mise en onde Jean-Claude Siala. Devant ce micro, Belinda Boussouma, merci d'avoir été des nôtres et très bonne suite de programme sur Radio Kapi.